Les technologies visuelles utilisées par le savoir médical réalisent sans doute un important répertoire iconographique qui participe à différents niveaux à produire les représentations sociales et culturelles de la pratique médicale et du corps malade. À partir de la recherche menée dans le cadre de ma thèse doctorale Corps étrangers, reconfiguration technogène et décorporisation, qui développe une réflexion sur l'impact de l'imagerie clinique, donc sur l'interprétation des images du corps en médecine, je m'interroge sur le processus de lecture des images cliniques et sur comment le corps est lu et rendu lisible aux yeux de l'observateur. En particulier, j'aborde la question de comment ces images cliniques mettent à jour la différence sexuelle et fabriquent le biologique de façon dichotomique selon des oppositions de genre. En investissant depuis une perspective de genre la relation entre femmes et techniques d'imagerie, le but de ma communication est celui d'examiner comment la pratique de la radiographie à une époque pré-échographique réduit le corps de la femme à un corps enceinte et comment ce dernière est représentée par ensemble des organes sexuels et parties mesurables. Quand en novembre 1895, Anna Bertha Ludwig, la femme de William Röntgen, celui qui a découvert les rayons X, interpose sa main entre le tube et la plaque radiographique, réalise la première radiographie du corps. Ce geste a une répercussion internationale au sein de la communauté scientifique. La possibilité d'utiliser le nouveau dispositif dans le diagnostic médical. En effet, ce dispositif permet l'inauguration et la légitimation d'un nouveau modèle clinique qui change la manière de visualiser le corps, donc de rendre transparent le corps vivant. L'histoire de la radiographie se caractérise pendant une longue période par la prédominance masculine, résultat de la marginalisation des femmes dans le domaine de la science et de la médecine. Et en effet, la pratique radiographique est marquée par des profondes inégalités entre les sexes. À travers la plaque au rayon X, l'homme contrôle le corps de la femme, établissant des dualismes antinomiques, artificiel, naturel, observateur, observé, masculin, féminin, et en renforçant l'idéologie de genre de cette époque. En particulier, l'image radiographique de la main de Bertha Röntgen fait le tour du monde et devient un triptyque. Elle évoque au même temps la transparence du corps, la représentation de la mort, ou plutôt le frisson, le spectre de la mort dans la vie, et la dimension genrée du rôle social, soulignée par la bague au doigt annulaire. La distinction binaire masculin-féminin est mise en évidence d'abord aussi par le docteur Morton, qui dans l'article Her Latest Photograph, paru sur le New York Times en mai 1898, souligne la façon dont l'outil radiographique nécessite des caractéristiques physiques telles que la misère, la légèreté, des qualités possédées par des jeunes femmes et des filles, par opposition aux de l'homme. En effet, on peut lire le bébé et la jeune femme sont les plus faciles à être photographiés. Par contre, c'est plus difficile pour les rayons X de pénétrer une personne qui a beaucoup de sang rouge, une personne forte, robuste, comme un homme travaillant. Quelques années plus tard, c'est le médecin français Georges Gicotot du département de radiologie de l'hôpital Broca de Paris en 1908 et ainsi peintre qui, dans le tableau Premier essai de traitement du cancer par les rayons X, présente l'une des premières applications radiothérapiques réalisées sur une jeune patiente. La scène montre tous les dispositifs, donc les tubes de Crookes, la bobine de Tesla et les boutons qui commandent l'appareil. Mais
Et donc, Chicotto, non, souligne l'intention de réaliser une représentation descriptive et réaliste. La disposition géométrique du tableau est construite sur des axes horizontales et verticales qui renvoient à une division et une hiérarchie nette entre les sexes. En effet, la représentation de la femme étendue sur le lit d'hôpital et surtout sa semi-nudité crue souligne le niveau de subordination par rapport à la figure du médecin qui au contraire est debout. Et c'est ainsi l'affectation de garder le chapeau haute des formes et le regard fixé sur la montre et pas sur la montre pour contrôler le moment d'exposition au rayon X et pas sur la femme qui indique sa suprématie. Même les expériences radiographiques du docteur Léon Bouchacourt, chef du département de radiologie de l'hôpital du Bois en 1911, présentées dans le texte de sa thèse doctorale de l'exploration des organes internes à l'aide de la lumière éclairante et non éclairante, endoscopie par le rayon de Röntgen, montre les contrôles hiérarchiques sur le corps féminin. Les radiographies sont effectuées grâce à l'aide d'une inhabituelle lit gynécologique sur lequel la patiente, totalement déshabillée, est assise en possession des décubitus ventrales, c'est-à-dire avec la tête sur la base d'une chaise, le bassin sous le dossier et les jambes placées sur un tabouret. L'intention de Bouchacourt est de montrer ce que l'œil humain ne peut pas voir. En effet, il limite la capacité de l'appareil radiographique de rendre transparent le corps et donc il réalise une manipulation ostensive, c'est-à-dire il permet de visualiser les organes et les structures du bassin. Donc l'image met l'accent sur les aspects morphologiques de la femme, mais renforce aussi des stéréotypes de genre. En effet, au nom de l'efficacité diagnostique, la patiente montre son corps nu sur le curieux appareil radiographique et donc évoque aussi des ambitions sexuelles qui mettent en question les aspects de l'objectivité et la nature scientifique de la discipline médicale, jusqu'à rendre évident la façon dont elle est construite par un regard masculin. Dans le texte de la radiographie du bassin de la femme adulte, toujours le docteur Bouchacourt montre l'application des rayons X par la pelvimétrie. Il présente des complexes systèmes graphiques en termes optiques constitués par des points, des lignes qui décrivent la silhouette de la femme enceinte et montre des mesures des diamètres extérieurs, antérieurs, transversales, antéro-postérieurs du bassin, basé sur la croyance partagée d'une correspondance entre les formes du squelette pelvien et la capacité de prédire des complications pendant l'accouchement. Donc, parmi les différentes formes cliniques de visualisation du corps de la femme, en effet, celle liée à la grossesse et à l'accouchement est l'une des plus articulées. Peut-être pour contrôler ou en quelque sorte pour exorciser le pouvoir féminin de générer une nouvelle vie, que bientôt les médecins se dédient à la radiographie du fœtus dans l'utérus. Et donc la radiographie s'inscrit alors dans un processus déjà en cours de médicalisation de la grossesse, contribuant à l'expropriation du corps de la femme. En effet, dans plusieurs textes de gynécologie de l'époque, on ne parle pas de corps enceinte, mais d'utérus et son contenu, d'endomètre, de trompe de Fallope, des termes scientifiques qui peu à peu font partie du langage quotidien, montrant comment la grossesse est l'un des cas cliniques qui exige une enquête médicale. En août 1913, le médecin Potocki et les radiologues Delamere et Laquerrière, au 17e Congrès international de médecine de Londres, présentent
présente la première radiographie d'un fœtus en utérus de 6 mois. À cause du mouvement du fœtus, dont le squelette est peu ossifié et la faible puissance du dispositif, les plaques fétales réalisées par Potocki sont très imprécises et difficiles à interpréter. Et en 1914, le médecin William Carey cherche à améliorer la technique et il utilise une substance capable de rendre radiopaque la cavité utérine. Plus tard, aussi des médecins français, Sicard et Forestier, introduisent le lipiodol, une solution qui permet de visualiser les structures pelviennes. Mais ces moyens de contraste ont des effets secondaires qui interfèrent avec le fonctionnement organique du fœtus et de la mère et par conséquent soulèvent de nombreuses peurs et d'insécurité chez les femmes. Entre le 1920 et le 1930, aussi les expériences des pionnières italiennes dans le domaine gynécologique se concentrent sur la relation entre radiographie et maladies, en particulier les maladies oncologiques. Et en particulier pour éviter que les produits de contraste utilisés peuvent provoquer une péritonite dans la cavité abdominale, le médecin Albert Tiergortan propose l'utilisation du lipiodol dans laquelle le composé d'huile de pavon est supérieur au 50%. Donc, la conscience de la radioprotection n'est pas tellement vivante dans les premières phases de l'expérimentation, les premières expérimentations radiographiques et surtout liées à les tentatives de localiser grâce à la radiographie la placenta. Mais elle prend vie de nouveau et en manière plus solide et mûre dans les années 50 et en particulier en 1956, lorsque l'épidémiologiste britannique Alice Mary Stewart documente le lien entre le rayonnement administré aux femmes enceintes et le cancer de l'enfant. Toutefois, les constatations de Stewart sont d'abord considérées comme mal fondées, peu sensées, mais malgré tout ça, l'utilisation des rayons X pendant la grossesse et la petite enfant a été réduite. Donc, le déclin progressif de la radiographie obstétricale n'est seulement causé par le risque de complications des modalités d'exécution, le choix de produits de contraste et de la visualisation fétale de difficile interprétation, mais il est aussi dû à l'utilisation des nouvelles technologies d'imagerie et en particulier à l'utilisation de l'échographie fétale qui peu à peu change le scénario de la procréation et le rapport de la femme avec son corps et sa grossesse. Pour conclure, on peut constater que le diagnostic radiographique de la fin du XIXe siècle ne s'ouvre pas sur la désexualisation des formes squelettiques, mais au contraire souligne un certain voyeurisme, montrant que la connaissance clinique du corps des femmes est liée et construite ensemble aux pratiques sociales et culturelles qui produisent des formes de domination et de contrôle sur le sujet femme. Merci.